Vous êtes peut-être comme moi, culpabilisé d'acheter des baskets made in China, des bananes du Costa Rica, ou un smartphone assemblé dans les pires conditions, mais sans vraiment savoir comment faire autrement. Que ce soit ce qu'on mange, le logement où on vit ou les habits qu'on porte, on réalise que les choses les plus basiques de notre vie nous échappent. En découvrant l'œuvre de Geneviève Pruvot, j'ai enfin pu saisir les ressorts de cette impuissance. Cette sociologue et directrice de recherche à l'EHESS est aussi diplômée de permaculture. Dans son livre Quotidien politique, elle a rassemblé des pensées méconnues pour comprendre comment notre vie quotidienne nous a échappé. Et à travers cette perspective, elle creuse aussi la façon dont on pourrait reprendre le pouvoir sur nos conditions de vie. Alors, de quoi se compose vraiment la vie quotidienne? Pourquoi la base matérielle de notre existence nous échappe-t-elle? Comment reprendre le pouvoir sur notre quotidien? Tout le travail de Geneviève Pruvot porte sur un enjeu, politiser la vie quotidienne. Pour en parler, elle s'appuie sur un philosophe marxiste très important du XXe siècle, qui s'appelle Henri Lefebvre, et qui a transformé cette notion a priori banale qu'est la vie quotidienne, en objet critique et politique. Pour Henri Lefebvre, il y a une vie quotidienne dans toutes les sphères de l'existence, que ce soit au travail, dans la rue, à la maison ou dans la vie politique. Donc la vie quotidienne, c'est pas un espace-temps spécifique, c'est un régime d'attention très particulier qui consiste à avoir incorporé un certain nombre d'habitudes et de routines. Et il va distinguer deux types de vie quotidienne. C'est pas pour rien que c'est un auteur aussi qui est entre les années 50 et les années 80. Parce qu'il a traversé en fait une période qui s'appelle la fin des paysans, et de l'autre côté l'entrée fracassante, mais progressive, mais quand même très 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 puissante dans la vie de consommation, et avec une urbanisation galopante. Donc il va pouvoir comparer ces deux types de vie quotidienne, et donc il y a d'un côté selon lui une vie quotidienne cyclique, et dans lesquelles il y a une inventivité possible, parce qu'en fait les paysans sont obligés en fait de s'adapter aux aléas. Et de l'autre côté, il présente la vie quotidienne telle que le capitalisme industriel la configure comme une vie totalement aux mains d'industries en fait qui vont s'emparer du moindre objet, de la moindre aliment, même de la moindre plante. Par exemple, le capitalisme industriel a inventé cette chose très étrange qui s'appelle une ville bitumée, parfaitement dépourvue de tout ce qui pourrait être comestible. C'est-à-dire que dans sa vie quotidienne, quand tous les jours on fait des trajets, on n'a aucune chance de rencontrer le mouton avec lequel dont la laine servira à nous faire le pull qu'on est en train de porter, les légumes qu'on va manger le midi ou dont on sait que les enfants de l'école seront nourris. Donc en fait cette ville où ce trajet qui ne sert qu'à être un trajet d'un déplacement A et B, et au mieux on lit, on écoute de la musique, il est dépourvu de ce qu'on pourrait qualifier d'activité de subsistance. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres? Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme? Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants? Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches! Il y a eu un moment où les villes avaient des arbres fruitiers. Et on pouvait pas imaginer l'Île-de-France, par exemple, sans tous les murs avaient des raisins, en fait. Ou les murs à pêche de Montreuil, par exemple. Et Henri Lefebvre, il dit que du coup, on a vraiment inventé des sociétés privées, mais au sens de privation, c'est-à-dire l'individu est privé, dépend de sociétés privées, et il est dans la privation d'une subsistance à portée de main sur laquelle il aurait des possibilités de prise et des formes aussi d'auto-organisation. Et en présentant comparativement une vie quotidienne plus rurale comme éminemment créatrice, il va à l'encontre aussi d'un stéréotype qui fait que les paysans seraient
pris dans la répétition immémorielle des gestes, tandis que la société moderne serait dans une forme d'inventivité où les gens pourraient inventer leur vie. Ce que j'aime bien chez Geneviève Pruvot, c'est que son analyse remet en question des choses évidentes, comme ce qu'implique de marcher sur du goudron, ou encore le fait qu'il semble complètement normal de déléguer des choses essentielles à des gens qu'on ne connaît pas. Donc ce fameux principe individualiste on comblerait des satisfactions individuelles se trouve par ailleurs pris dans un monde de gens anonymes, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, ça va de la naissance à la mort, hein, on ne connaît pas les mains ni la personne qui a fait naître les enfants. On ne connaît pas davantage la majeure partie de la hiérarchie en fait du travail quand on est dans une grande entreprise, et on connaîtra pas davantage non plus les personnes qui vous accompagneront jusque dans la mort. Et on connaît pas non plus le visage des gens qui vous nourrissent. Donc en fait, on vit dans un monde innommable en quelque sorte, et ça a des conséquences importantes sur le plan social, parce qu'en fait ça crée des innommables, ça crée des gens qu'on peut exploiter de façon assez puissante, parce qu'en fait ils sont pas en visibilité immédiate. Ils nettoient les bureaux, les services publics, les gares, les trains et les hôtels. Ils sont embauchés par des entreprises sous-traitantes, des petits contrats de 3 heures par jour pour 500 € par mois, ce qui les oblige à jongler avec 2 ou 3 emplois pour gagner leur vie. Ils sont les invisibles. Parce qu'on pourrait dire que ça se résume à faire et à déléguer. Et que c'est ça le geste central, en fait, finalement, qui recoupe tout. La fabrique de la vie quotidienne, dans toutes les sociétés, c'est commun. C'est un groupe qui la prend en charge, qui est payé pour ça, plus ou moins exploité. Et donc, on le délègue à ce groupe qui le prend en charge, qui se spécialise aussi, qui lui-même se trouve sous la coupe d'une ingénierie, en fait, et d'un management, on va dire, qui aussi pose les gestes et le type de matière qu'il faut travailler et définit le mode opératoire. Donc ça, c'est une double délégation, hiérarchisée en tout cas. Et cette hyper spécialisation qui est en même temps hyper diplômée, enfin avec des savoirs vraiment très poussés, on va dire, ça s'accompagne de la perte de savoir de base, de subsistance et de vernaculaire. Je sais pas, on dit que le propre de l'être humain, c'est de faire du feu. Je crois que très peu de gens savent faire du feu autrement qu'avec des allumettes. Geneviève Pruvot met le doigt sur une autre conséquence de notre système économique dans notre vie quotidienne, qui est la séparation de la vie en des sphères autrefois réunies. Notre quotidien se retrouve ainsi éclaté entre un lieu où on travaille, un autre où on habite, sans qu'on imagine un instant que les deux puissent se confondre. Le capitalisme moderne, en créant cette séparation très forte entre des espaces de vie et des espaces de travail, va conduire à un enfermement des corps qui fait que la rue, par exemple, n'est plus un lieu de production, consommation à ciel ouvert. Elle enferme les corps dans des espaces dédiés à la production, avec une hiérarchie extrêmement forte et donc qui rend invisible en fait ce mode opératoire. Le capitalisme, c'est l'art de la tuyauterie, c'est la tuyauterie encastrée dans les murs, souterraine, pour nous donner l'impression que d'une connectique qui tomberait comme ça de façon miraculée du ciel sans qu'on puisse voir la tuyauterie qui va derrière. Are you telling me that this is illegal? Vous écrivez dans Quotidien politique que les sociétés industrielles se caractérisent par la disparition du socle productif de la vie quotidienne. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement et comment ça se concrétise dans des objets très précis ? La disparition du socle de la vie quotidienne, c'est le fait qu'en fait la fabrique du monde disparaît de sa vue quotidienne, à part le fait de faire la cuisine, en gros, qui est quand même là plutôt visible, encore que avec les plats préparés, ça diminue. La fabrique, elle s'est déplacée dans des usines qui sont fermées au public et en plus qui se trouvent pour partie à l'autre bout du monde. Donc en plus, les conditions d'exploitation sont particulièrement peu en visibilité immédiate. En fait, on peut se dire qu'en quelque sorte, quand on ouvre l'eau au robinet tous les jours, qu'on a délégué, en fait,
à toute une série d'institutions privées et publiques le soin de l'eau et qu'on ne s'estime plus, nous, êtres humains, et que on est capable quand même d'avoir inventé des toilettes à eau, c'est-à-dire de mélanger des matières les moins retraitables possibles, qui sont des matières fécales, avec de l'eau potable, il faut quand même l'avouer, faire partie d'une société, mais qui a posé à son maximum la négligence pour la vie quotidienne dans ce qu'elle a de plus vital. En découvrant les travaux de Geneviève Pruvot, j'ai réalisé que la notion de vie quotidienne permettait de nous relier individuellement à tous les grands enjeux sociaux et écologiques. Pour faire ce lien, elle s'appuie sur 2 sociologues écoféministes allemandes, Maria Mies et Veronika Benold-Thomsen. Elles ont justement conceptualisé depuis la condition des femmes toute la chaîne d'exploitation que produit le capitalisme. Et elles le font à travers un concept très difficile à traduire et encore plus à prononcer, qui se dit Housewifization. Oui, c'est un terme qui est très difficilement traduisible en français. C'est comme si on disait femme au foyeurisation. C'est-à-dire qu'elles expliquent que cette fameuse femme au foyer, en fait, ça devient un paradigme pour le capitalisme parce qu'elle est censée être totalement disponible, hyper dévouée, faire un travail sans compter et hyper polyvalente. Donc les écoféministes allemands ont une vision en fait globale du capitalisme qui permet en fait d'embrasser aussi bien ce que le capitalisme fait aux êtres humains qu'aux non-humains. Et donc elles ont figuré le capitalisme et ce que reconnaît le capitalisme comme richesse par le biais d'un iceberg. On peut figurer ça comme par un triangle. Au sommet de l'iceberg, donc c'est la partie visible du capitalisme, on a le travail salarié et ce qui est reconnu avec un contrat de travail. Et elle montre que sous cette pointe de l'iceberg, il y a tout ce qui souterrainement fait tenir ce travail salarié contractuel et qui est à la base la nature. Cet iceberg résume en une image le concept d'housewifization, car il montre comment la mise au foyer des femmes est le modèle sur lequel repose tout le travail gratuit, qui est à la fois nécessaire au capitalisme et totalement invisible. C'est-à-dire le travail de la nature, dont les ressources sont présumées gratuites et infinies, celui des colonies dont les richesses et la main-d'œuvre ont été pillées, et enfin le travail domestique ou vivrier qui n'est pas comptabilisé dans l'économie. Donc en fait, quand on fait la somme de toutes les activités, de tous les gens mis au travail pour la pointe de l'iceberg, en fait, on se dit que aussi bien en termes de production de richesse, mais de richesse non pas en argent, mais de richesse concrète en fait, et qu'aussi bien en termes de gens, en fait, le capitalisme ne tient pas sur lui-même. Le capitalisme ne tient pas sur lui-même. Voilà ce que montre la déconstruction qu'elle opère en partant de notre vie quotidienne. Et c'est depuis ce concret qu'elle va creuser une nouvelle piste pour reprendre la main sur notre vie, et qui s'articule autour de la subsistance. Alors l'économie de la subsistance, c'est une économie réencastrée en fait dans la vie sociale et qui n'est pas une sphère à part, mais aussi c'est pas une économie de la survie. Et donc la notion de subsistance, c'est un terme qui a été beaucoup travaillé par des écoféministes allemandes qui s'appellent Maria Mies, Veronika Benold-Thomsen et Claudia von Werloff, mais aussi Vandana Shiva, qui est peut-être la plus connue puisque c'est une icône altermondialiste. The second part of true democracy is growing our own food and knowing what we are eating. Tout ce groupe de chercheuses, qui est aussi un groupe d'activistes, par ailleurs, a en commun d'avoir travaillé sur les pays du Sud et sur les sociétés paysannes, et en plein XXe siècle, et lancement de la société de consommation. Et ces sociétés de subsistance, elles ont pour caractéristique de savoir quels matériaux, quelle matière, quel métier, quelle activité il faut
valorisés collectivement pour que le groupe humain et non humain sur place puisse vivre convenablement à partir de ce biotope. Et donc, elles ont pour ambition vraiment des formes d'auto-organisation qui permettent de régler des affaires courantes aussi vitales que de quoi manger, pour combien de temps, avec qui, comment dormir, se loger, répartir l'espace, et pas que pour 6 mois, c'est-à-dire pour plusieurs générations. Bon, donc les sociétés de subsistance, la subsistance en tout cas, ne se télécommande pas, ne se télétravaille pas et ne se délègue pas. Nos vies quotidiennes modernes sont dépourvues d'activités de subsistance. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, la production de nourriture, de vêtements ou de soins est déléguée à des inconnus, parfois à l'autre bout du monde. Ce mode de vie récent est une rupture majeure par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Et ce que montre Geneviève Pruvot, c'est que reprendre le pouvoir sur certaines de ces activités est une façon de remettre la politique au cœur des gestes du quotidien. J'ai travaillé sur des populations en fait alternatives qui se sont dit si je peux pas changer l'espace public bitumé, par contre je vais pouvoir agir sur une petite parcelle de terre, de bâti et de temps que je vais pouvoir soustraire à l'emprise capitaliste, qui a une emprise à la fois spatiale et temporelle. Et donc cet espace-temps qu'il est possible de soustraire, c'est quelque chose qui autorise ou qui permet de créer au sein même de la société, de la vie quotidienne classique en fait, une vie quotidienne alternative. La subsistance, ça signifie retrouver le pouvoir sur sa vie quotidienne. Et ça, elle l'a étudié de façon théorique dans son livre Quotidien politique, mais aussi de façon empirique dans l'enquête La subsistance au quotidien, qui documente de façon exhaustive la vie d'une famille qui a décidé de bifurquer. Concrètement, il s'agit d'un couple devenu paysan boulanger 10 ans plus tôt, qui vit dans une yourte et parvient à être autonome 9 mois sur 12 grâce à un immense potager de 9 hectares. Le rythme, il est extrêmement dense, parce qu'il y a une multitude d'êtres vivants dont ils et elles ont la charge. Et donc, ça va des abeilles qui butinent, aux chèvres qui sont sur un talus, à des vaches qui sont dans un champ qu'ils auront clôturé, aux chiens qui veillent sur les poules. Donc, en fait, c'est un monde tellement peuplé d'entités en fait qui contribuent à la subsistance commune qu'il n'y a pas ce que moi je pense être juste un acte de je marche, je traverse ce qui semble un paysage, c'est en fait déjà une sorte de véritable fourmilière en fait. Ça fait partie aussi de leur routine d'avoir ce régime d'attention qui est beaucoup plus, de mon point de vue, restreint quand on n'est pas on ne mène pas une vie de subsistance. En quoi cette vie orientée autour de la subsistance change complètement finalement la façon de vivre, de travailler au quotidien ? L'une des transformations notables, c'est le fait de vivre au quotidien avec des enfants, des animaux et des plantes extrêmement présentes. Et que, à l'inverse, ça pose une question, en fait, à l'organisation contemporaine du travail en monde capitaliste, c'est où sont passées les personnes âgées, les enfants, les personnes non valides, et les animaux, les plantes dans la scène du travail. Et en fait, ça rend, du coup, la scène du travail particulièrement normée, particulièrement sérieuse, et assez peu attentive aussi à d'autres manières d'être au monde. Ça change complètement le rapport à une activité répétitive et nécessaire qui consiste à traire une vache ou à aller au poulailler, en fait. Parce que pour des enfants, c'est une fête.
On rattache souvent la subsistance à une imaginaire de pénurie et de manque. Et vous, dans ce livre-là, à travers l'exemple, vous en parlez aussi comme, en fait, finalement, d'une autre abondance. En quoi c'est une abondance de vivre, justement, autour de la subsistance? Il se trouve que des sociétés de subsistance ont été des sociétés d'abondance et il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas à l'être. Abondance, vraiment grosse abondance légumière, abondance d'outils, parce qu'en fait, il y a tellement d'outils que les gens jettent, que les gens donnent, qui savent pas réparer, qui eux, ils récupèrent. Donc, ils savent faire avec des outils cassés un outil qui marche. Abondance de relations sociales. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, le point le plus saillant en fait de leur existence, c'est qu'elle est tout sauf isolée. Cette vie de subsistance constitue une inspiration pour imaginer d'autres façons de faire et surtout d'autres façons de partager la charge de notre mode de vie. Geneviève Pruvot l'exprime à travers une expression que j'aime beaucoup, car elle parle d'un partage de la sueur, ce qui signifie que reprendre en main des activités nécessaires à sa vie revient en même temps à décharger d'autres personnes d'une tâche aliénante. L'avantage pour moi du réenclenchement de cycle de subsistance, c'est que ça peut produire ce que Maria Mies appelle de la sweat equity. Sweat, comme la sueur, le labeur. Equity, de l'équité dans le labeur et donc dans la transpiration, parce que ça fait transpirer que de mettre les mains dans la matière. Du coup, la sweat equity, c'est quand même l'idée que la force humaine mieux répartie pour s'occuper d'un certain nombre de tâches de subsistance, ça reste quelque chose, un idéal social et écologique aussi à atteindre. Deuxième avantage, c'est que ça peut se faire à toutes les échelles. Ça peut s'imaginer sur des échelles de biorégion, on pourrait dire, mais ça peut se faire aussi dans sa cuisine. Et c'est pas une petite affaire en fait que de se dire qu'on a une action politique qui peut se décliner dans des conditions de vie très variées et que il n'y a pas de petite ou de grande action. Troisième avantage, c'est que c'est pas cher. Je pense qu'il faut quand même le dire. Right now, I'm eating a 100% non-industrial diet, so all locally grown and foraged foods, and this meal represents real well what I'm eating in a day. La subsistance est un horizon qui est forcément lointain. Mais Geneviève Pruvot montre aussi que des brèches peuvent s'ouvrir dès maintenant, et pas seulement dans les campagnes. Et donc, cette vie quotidienne alternative, on dit souvent c'est des néo-ruraux, des néo-rurales qui vont habiter dans des campagnes, mais elle se fait aussi dans des zones urbaines. Il y a aussi des jardins partagés qui permettent d'explorer d'autres formes d'agriculture, des squats et puis des tiers-lieux. Romainville, dans la banlieue est de Paris. Un bâtiment de verre, une tour de 6 étages. Voici la cité maraîchère. 900 mètres carrés de culture, sous la responsabilité d'Étienne. Il est employé municipal et agriculteur urbain. On recrée des espaces entre familiers et familières dans lesquels on va pouvoir expérimenter et de façon très poussée, en fait, une alternative totalement viable en parallèle du monde capitaliste. C'est des expérimentations collectives et qui ont pour caractéristique aussi de naviguer entre les deux registres, c'est-à-dire on vit dans une société de consommation-production, donc il y a des tas de choses qu'on ne peut pas réinventer, et qu'est-ce qu'on peut reconsidérer de façon artisanale. Et donc c'est un travail plutôt de métissage en fait, de techniques à la fois nouvelles ou anciennes, et de la consommation-production dont il est utopique d'imaginer qu'il est possible de se défaire au XXIe siècle, surtout pas en 3 ou 4 générations. Donc c'est pas du tout un départ massif à la campagne, c'est plutôt réintensifier les liens entre ville et campagne, parce que la subsistance, c'est quand même en bas de chez soi. La vie quotidienne, c'est tout ce qui semble évident parce qu'on n'y fait plus attention. Et le travail de Geneviève Pruvot consiste à regarder autrement tout ce qui fait matériellement tenir notre existence. Car c'est le fait de déléguer la production de la nourriture, des vêtements ou du logement qui rend possible des oppressions sociales et des destructions écologiques. Avec la subsistance, elle propose une formule pour se réapproprier le quotidien dans les interstices du capitalisme et imaginer une nouvelle façon de penser l'abondance.
Pour aller plus loin, mes sources sont en description. Et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!